L'Iran expose des drones kamikazes en direct. Dans les dernières heures, 2 images se sont répandues comme des coups de semonce. D'un côté, Donald Trump affirme qu'une grande force navale américaine se dirige vers le Moyen-Orient, alors que les tensions montent. De l'autre, la télévision d'État iranienne diffuse une séquence qui commence comme un programme religieux, puis bascule en démonstration de drones et de matériel militaire, avec des symboles liés aux gardiens de la révolution. Le message, lui, est limpide. Si Washington approche, Téhéran veut rappeler qu'il peut frapper, et qu'il veut être vu en train de le rappeler. Ce n'est pas seulement une montée en puissance militaire, c'est une guerre de signaux, une guerre de perception. Et dans ce type de crise, ce que chacun cherche à faire croire compte presque autant que ce qu'il peut réellement faire. Trump choisit un vocabulaire qui insiste sur l'ampleur. Il parle d'une grosse flottille, d'une grande force en direction de l'Iran, d'une force énorme qui se déplace au cas où. Il ajoute qu'il espère ne pas avoir à s'en servir, mais sa phrase est construite pour laisser toutes les options ouvertes. Le ressort est classique, montrer la capacité, laisser planer l'incertitude et pousser l'adversaire à céder avant que l'engrenage ne devienne irréversible. À Téhéran, la télévision d'État répond par une scène taillée pour le même objectif, dissuader. Les récits décrivent une émission présentée comme liée à une commémoration annuelle associée aux gardiens de la Révolution. Mais ce qui retient l'attention, c'est la transformation de ce qui était présenté comme un programme religieux en vitrine militaire. La mise en scène mélange clair, officiel et images d'armement comme pour produire une seule idée. Face à ce que l'Iran décrit comme des menaces extérieures, l'appareil d'État et l'appareil militaire parlent d'une seule voix. Au centre des images, des drones Shahed mis en avant comme symbole de capacité et de résilience malgré les sanctions. La séquence montre notamment les Shahed 129, Shahed 191 et le Shahed 136 décrits comme un drone kamikaze. Le Shahed 136 est celui qui a acquis la plus forte notoriété internationale, notamment à travers sa présence documentée dans plusieurs conflits. Et selon des responsables occidentaux cités dans des reportages, il a aussi été associé à des transferts vers la Russie pour un usage en Ukraine. L'attention mondiale portée à ces drones dépasse donc leur simple rôle tactique. Ils sont devenus des objets politiques, des preuves brandies, des symboles. La logique mise en avant autour de ces drones repose sur le coût et la masse. Des unités relativement peu chères, produites en volume, capables de saturer. L'idée est simple. Même si certains appareils sont interceptés, la capacité à en lancer plusieurs simultanément complique la tâche des défenses aériennes. Les évaluations sur l'efficacité réelle varient, et une partie des informations repose sur des déclarations iraniennes ou des analyses publiques. Mais l'objectif de communication, lui, ne varie pas. Montrer qu'il existe une capacité de pression, même sous embargo. Et il y a un détail, rapporté comme central, qui ajoute une dimension psychologique, la présence d'un homme masqué délivrant un avertissement en hébreu présenté comme destiné à Israël. L'identité est dissimulée tout du long. Le choix de l'hébreu est décrit comme un signal direct, mais aussi comme un message plus large adressé aux États-Unis et à leurs alliés régionaux. Dans ce type de mise en scène, la langue n'est pas un outil, c'est une cible. En parallèle, la communication iranienne insiste sur la posture de riposte. Avertissements répétés selon lesquels toute attaque pourrait entraîner des frappes sur des intérêts américains et sur des alliés dans la région. La démonstration télévisée semble calibrée pour renforcer exactement ce point. Et il faut maintenir une nuance essentielle. Les capacités opérationnelles et la préparation réelle de chaque système ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante avec certitude. Mais l'objectif de la séquence n'est pas de faire un audit technique, c'est d'imprimer une idée. Côté américain, plusieurs éléments rapportés renforcent la perception d'un changement de posture navale. Des informations évoquent le redéploiement du porte-avions USS Abraham Lincoln et de son groupe aéronaval vers le Moyen-Orient. Ce type de mouvement signale une capacité importante et une intention d'être prêt. Le trajet exact et le calendrier ne sont pas détaillés publiquement. D'autres mouvements navals sont aussi mentionnés, alimentant l'idée d'un renforcement plus large. Et là, on retrouve le cœur du mécanisme de crise. La même action est décrite de manière opposée selon le camp. Les autorités américaines parlent volontiers de dissuasion défensive. L'Iran présente ses déploiements comme offensifs et menaçants. Les deux récits se superposent et c'est précisément dans cet espace que les tensions deviennent plus dangereuses, parce que chaque partie réagit au scénario qu'elle attribue à l'autre. Dans cette atmosphère, un nom apparaît comme symbole de la posture iranienne,
le commandant des gardiens de la révolution, le général Mohammad Pakpour. Selon des reportages iraniens et internationaux, il affirme que la force est en alerte élevée, le doigt sur la gâchette, et il avertit Israël et les États-Unis contre toute erreur de jugement. Il évoque aussi l'expérience acquise lors de confrontations précédentes dans un registre très typique des messages des gardiens, avertir sans préciser, menacer sans détailler et laisser l'adversaire imaginer le pire. D'autres images relayées par les médias iraniens sont décrites comme montrant des missiles et des drones déplacés dans des zones civiles. Là encore, il faut garder une prudence totale sur la vérification. Mais même dans le doute, le sens de communication est clair. Suggérer la dispersion, la mobilité, la préparation et compliquer la lecture des intentions. Cela peut refléter une doctrine réelle ou une mise en scène à visée propagandiste ou un mélange des deux. Et c'est justement ce flou qui sert la dissuasion. Puis Trump ajoute une dimension explosive à la séquence avec une affirmation qui capte toute l'attention. Il déclare avoir arrêté 837 exécutions en Iran en menaçant une riposte militaire. Il dit qu'ils auraient été pendus et il affirme avoir averti les autorités iraniennes que s'ils procédaient, ils seraient frappés plus durement que jamais. Il va jusqu'à dire que cela ferait paraître ce qu'il décrit comme une action contre le nucléaire iranien comme des cacahuètes. Il affirme également qu'une heure avant l'exécution, l'opération aurait été annulée, pas reportée. Le problème, les sources iraniennes ne confirment pas cette version. Et cette divergence est un marqueur classique des phases de tension. Chaque camp utilise des déclarations publiques pour façonner l'opinion internationale. Quand l'accès à l'information est restreint et que les récits s'opposent frontalement, la vérification devient extrêmement difficile. Des rapports indiqueraient que Trump a envisagé des frappes contre des cibles iraniennes avant de renoncer, tout en laissant entendre que les options militaires restent discutées pour différents scénarios. Et au milieu de tout ça, un autre niveau s'ajoute, la politique intérieure iranienne. Des protestations récentes en Iran, décrites comme déclenchées par des griefs économiques puis élargies à des revendications plus larges. Aussi, les bilans humains varient fortement selon les sources. Également des restrictions majeures d'Internet qui auraient coupé des millions de personnes du monde extérieur. Tout cela est important pour comprendre une chose. En période de tension extérieure, les messages militaires peuvent aussi servir un objectif interne, en renforçant une posture de contrôle, d'unité et de défi. C'est d'ailleurs ce que suggère explicitement la mise en scène. L'association du religieux et du militaire et l'accent sur les gardiens de la révolution comme protecteurs de la nation contre des menaces à la fois externes et internes. Dans la manière dont l'Iran présente son récit, un élément de contexte revient. La mémoire de 1953, des décennies de sanctions et des actions précédentes attribuées à Washington, comme l'assassinat de Qassem Soleimani. L'idée est de cadrer la situation non pas comme une provocation iranienne, mais comme une réponse à une longue série d'agressions. Autre dimension clé, l'asymétrie régionale. Des relations de l'Iran avec des groupes alliés, citant notamment le Hezbollah au Liban, diverses milices en Irak et en Syrie, et les Houthis au Yémen. Dans ce cadre, l'Iran peut, potentiellement, imposer des coups sans passer par une confrontation frontale classique. C'est la stratégie asymétrique face à un adversaire technologiquement supérieur. Frapper indirectement, compliquer la riposte, étendre le théâtre de crise. Et évidemment, dès qu'on parle d'escalade au Moyen-Orient, une question s'impose, l'énergie. Le détroit d'Ormuz est le point névralgique. Une part significative du commerce pétrolier transite par cette zone. Toute perturbation majeure ferait monter les prix et ses effets se répercuteraient très vite au-delà de la région, sur les marchés, sur les transports et sur les consommateurs. L'Iran a déjà laissé entendre par le passé qu'il pouvait affecter le trafic maritime en cas de conflit. C'est exactement le danger des crises de dissuasion. Les deux camps affirment vouloir éviter la guerre, mais chacun augmente la pression pour rendre la guerre moins probable, en brandissant des moyens qui la rendent plus possible si une erreur survient. La communauté internationale observe avec inquiétude. Alliés européens, Chine, Russie, tous ont des intérêts. Mais quand des grandes puissances sont directement impliquées, les mécanismes internationaux ont une capacité limitée. Les décisions à Washington et à Téhéran dominent, le reste suit. Et on revient au point de départ, le symbole. La démonstration télévisée iranienne vise à marteler une idée de proximité et de capacité. En face, le récit de Trump vise à imposer une posture de contrôle. Le problème, c'est que ces deux postures se nourrissent l'une l'autre. Et maintenant, la seule question qui compte, c'est celle-ci.
Est-ce que cette crise va suivre un schéma déjà vu, avec montée de tension puis retombée? Ou est-ce qu'on est entré dans une phase où le risque de bascule devient plus élevé que d'habitude? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que cette démonstration de drones côté iranien et cette concentration navale côté américain sont justement ce qui empêchera un conflit? Ou au contraire, le décor typique d'une escalade qui peut partir d'un incident?